Alors, on va reprendre l'expérience de l'opalescence critique. Donc, l'idée, c'était vous aviez un volume fixe dans lequel vous mettez une certaine masse de gaz ou de liquide, de sorte d'avoir un équilibre liquide-vapeur à l'intérieur de ce volume. Et vous choisissez la masse pour avoir une masse pour que le volume soit plus petit que le volume critique, soit plus grand que le volume critique. Le tube 3 qui est à droite, ici, c'est le volume pour lequel la masse est plus grande et tel que le volume est plus grand que le volume critique. L'enceinte est de volume fixe. Vous allez chauffer le dispositif, du coup vous allez vous déplacer verticalement en coordonnées de Calaperon parce que vous maintenez le volume fixe. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas du tube 3? Vous allez vous rapprocher de la courbe ici qui est la courbe de Rosé. Et donc en vous rapprochant de la courbe de Rosé, votre système va s'appauvrir en liquide. Il va y avoir de moins en moins de liquide. Et du coup, après, vous allez dépasser cette courbe-là et vous allez récupérer que de la vapeur. Si vous faites pareil avec le tube 1, ici, cette fois-ci, on part de ce point-là et on va monter verticalement, pareil. Là, la courbe qu'on va traverser, c'est la courbe d'ébullition. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer quand on va monter en température? On va récupérer un système enrichi en liquide avec la vapeur qui disparaît progressivement. Et donc, à la fin, on n'aura que du liquide. Troisième situation, la situation où on est au volume critique. Quand on est au volume critique ici, on va se promener comme ça. Donc là, tant qu'on est ici, 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 etc., on garde une interface liquide-vapeur qui est à peu près tout le temps au même endroit. Et juste le moment où on passe le point critique, on va voir disparaître cette interface d'un coup. Ça s'appelle l'opalescence critique. Donc l'opalescence critique, c'est le moment où l'interface disparaît. Et au-dessus, on aura un fluide qui est un fluide critique, dans lequel on ne distinguera plus soit le liquide, soit la vapeur. On aura l'impression qu'il n'y a qu'une seule phase. Alors, la question qui est posée là, elle a une application industrielle qui est assez importante, c'est la problématique du stockage des fluides. Donc, dans la problématique du stockage des fluides, l'idée c'est de transporter une masse maximum de fluide sans que ce soit dangereux. Donc pour ça, vous imaginez par exemple une bonbonne de gaz et vous posez la question comment est-ce que je vais optimiser la masse de gaz que je vais pouvoir mettre dans cette bonbonne. Alors déjà, si vous stockez que du gaz tout seul à basse pression, vous ne stockez pas grand-chose. Donc l'idée c'est de le stocker plutôt sous forme liquide. Et donc on va essayer de le stocker sous forme d'un équilibre liquide-vapeur. Et là on va distinguer différents types de gaz. Les gaz pour lesquels on est capable, pour les ordres de température ambiante, d'être sur le palier liquide-vapeur. Et ces gaz-là, on va les stocker en essayant de faire en sorte que le volume massique à l'intérieur de votre bouteille soit à droite du volume critique. Pourquoi? Parce que comme ça, si pour une raison X ou Y, la température se met à augmenter brutalement, ce qui se passe par exemple quand vous avez un incendie, vous allez suivre la courbe verte. Donc du coup, la pression va augmenter, mais elle va augmenter progressivement parce que vous allez arriver dans une zone qui est une zone vapeur. Une zone vapeur, c'est une zone peu compressible. Alors que si vous mettez trop de contenu dans votre tube et que vous vous retrouvez dans la situation orange, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver dans une zone liquide, quasi incompressible, et donc du coup, la pression va augmenter extrêmement rapidement. Et donc là, votre bouteille elle va exploser extrêmement rapidement. Alors ça ne veut pas dire que la bouteille verte ne va pas exploser, mais elle explosera un peu plus tard. Donc ça, c'est une condition de sécurité. Dans ce cas-là, on essaye de faire en sorte de stocker notre gaz dans la zone qui est à droite. Et donc ça va limiter la masse que vous allez pouvoir mettre dans une bonbonne de gaz. Vous n'allez pas pouvoir mettre tout sous forme de liquide, ça serait beaucoup trop dangereux. Donc là vous avez quelques exemples ici des différents fluides qu'on peut stocker. Soit la température critique est inférieure à la température ambiante. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait votre gaz il est déjà sous forme d'un fluide supercritique. Donc ça va être le cas du dihydrogène et du diazote, où les températures critiques, vous voyez, elles sont très très basses. Et donc en fait, on n'est pas du tout en train de stocker le gaz sous forme d'un équilibre liquide-vapeur, on stocke déjà un fluide supercritique. Par contre, pour l'ammoniac ou le dichlore, là, d'autres exemples,
Là, on est dans le cas où on va pouvoir stocker sous forme d'un équilibre liquide-vapeur. Et donc, du coup, sous forme d'un équilibre liquide-vapeur, on va avoir la problématique de bien fixer le volume par rapport au volume critique. Donc, c'est ce que j'ai expliqué à la page d'après du poly. D'accord ? Si vous êtes dans la première situation ici, vous allez quand même essayer de stocker plutôt dans cette région-là. Pourquoi ? Parce que c'est la région dans laquelle en fait les isothermes sont pas trop penchés et donc du coup vous allez monter en pression relativement lentement. Il faut absolument éviter les zones où vous montez en pression très très rapidement. Dernier point qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la situation où vous avez présence d'une atmosphère. Le diagramme PT et le diagramme de Clapeyron, ils considèrent juste un corps pur tout seul. Donc ça, c'est une situation qui est une situation modèle, c'est pas une situation réelle. Dans une situation réelle, votre corps pur, il est souvent mélangé à d'autres choses, donc c'est plus un corps pur. Donc par exemple, je sais pas, vous avez de l'eau liquide, vous mettez de l'eau liquide sur une table, et vous attendez. Là, ce qui va se passer si vous mettez de l'eau liquide dans un bol sur une table, c'est que si vous revenez un peu plus tard, vous constaterez qu'il y a moins d'eau liquide. Pourquoi ? Parce que en fait, cette eau liquide s'est évaporée. Et donc l'idée, c'est de fixer des critères pour savoir si je vais pouvoir garder de l'eau liquide ou pas, sur l'exemple que je viens de citer. Donc pour ça, on a besoin de rappeler ce que c'est que la pression partielle. La pression partielle d'un constituant d'un mélange gazeux, c'est la pression que le gaz il aurait s'il était tout seul dans tout le volume. Donc ça veut dire par exemple, si vous prenez de l'air avec du dioxygène, du diazote, vous supposez que vous enlevez tout le diazote et il reste que le dioxygène. Et vous calculez la pression qu'aurait le gaz s'il n'y avait que le dioxygène. Donc là, vous le faites avec une équation d'état des gaz parfaits, et vous trouvez que la pression partielle en dioxygène, c'est 0,2 bar. Okay, et même calcul, la pression partielle en diazote, c'est à peu près 0,8 bar. Ça va nous donner le critère de stabilité d'une phase liquide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va traiter les mélanges de gaz comme des mélanges de gaz parfaits. Et on a vu que les gaz parfaits, en fait, c'est des gaz qui ne se voient pas les uns avec les autres. On a vu ça quand on a parlé de la loi de Dalton. Si je mélange deux gaz parfaits entre eux, chaque gaz se comporte comme s'il était entre guillemets tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de choc intermoléculaire entre les différents constituants. Et donc du coup, en fait, pour faire court, le dioxygène ne se rend jamais compte qu'il y avait du diazote. Parce qu'ils ne se rentrent jamais les uns, il n'y a jamais de choc entre eux. Les seuls chocs vont être des chocs sur les parois, pas au niveau intermoléculaire. Et donc du coup, le critère de stabilité qu'on va écrire, c'est un critère qui ne porte pas sur la pression du système, mais qui porte sur la pression partielle de votre espèce. Et on va dire que si on veut avoir un équilibre liquide-vapeur, il faut que la pression partielle soit égale à la pression de vapeur saturante. Si la pression partielle est plus basse que la pression de vapeur saturante, dans ce cas-là, si on dessine l'allure du diagramme PT, donc c'est un diagramme PT où je vais placer la pression partielle, donc là ici vapeur, ici liquide, ici pression de vapeur saturante. Si la pression partielle est inférieure à la pression de vapeur saturante, donc là je suis dans le cas qui est ce cas-là, dans ce cas-là, l'état liquide il est instable. Donc ce qui va se passer si votre pression partielle elle est comme ça, si vous mettez un bol d'eau dans cette situation-là, et bien l'état liquide étant instable, l'eau va s'évaporer. Donc c'est ce qui se passe quand vous prenez une grande pièce avec de l'air assez sec, que vous posez un bol d'eau dans la pièce. La pression partielle de départ de la vapeur d'eau, c'est 0, parce qu'il n'y a pas d'eau sous forme vapeur au départ. Et donc l'eau liquide, elle n'est pas stable. Et ça va évoluer. Alors c'est une évolution qui est assez lente, mais c'est pas instantané. Hein. Vous ne voyez pas votre eau disparaître d'un coup. L'évolution, elle est assez lente. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de l'eau liquide, il y a déjà de l'air. D'accord ? Vous feriez la même expérience dans le vide. Là, l'eau liquide, spontanément, elle se vaporiserait. Mais le fait qu'il y ait l'air, en fait, l'air, ça appuie sur l'eau liquide, et du coup, ça fait que l'évolution, elle est beaucoup plus lente. Si l'eau liquide commence à s'évaporer, ça veut dire que je vais enrichir la vapeur, enfin le gaz, pardon, l'atmosphère complète, en vapeur d'eau, jusqu'à éventuellement atteindre une pression partielle de vapeur d'eau égale à la pression de vapeur saturante. Et dans ce cas-là, j'aurai équilibre liquide-vapeur.
Alors un cas que j'ai marqué en remarque ici, qui est le cas contraire, c'est le cas où vous avez que du liquide. C'est un cas qui ne va pas nous intéresser beaucoup parce qu'en fait l'essentiel de ce paragraphe c'est comprendre quand est-ce que par exemple on va avoir une serviette qui va sécher ou pas. Donc on va appliquer ce paragraphe-là à des grands espaces, l'intérieur d'une maison, ou alors, de façon encore plus générale, l'atmosphère prise dans son ensemble. Alors, on va caractériser à partir de ça ce qu'on appelle le degré d'hygrométrie. Le degré d'hygrométrie, c'est pour vous montrer dans quel cas est-ce que, entre guillemets, votre linge sèche bien. Donc, par exemple, la situation de départ, c'est vous avez un air qui est très sec et vous posez une serviette mouillée. Si l'air est très sec, vous allez constater que la serviette sèche facilement. Alors, elle va sécher plus ou moins vite, ça va dépendre, par exemple, s'il y a du vent, elle va sécher plus vite, mais elle va finir par sécher. Pourquoi ? Parce que toute la vapeur d'eau que vous allez extraire de la serviette ne va pas être suffisante pour atteindre la pression de vapeur saturante. L'atmosphère est tellement grande que, du coup, la vapeur d'eau, elle peut partir sans atteindre la pression de vapeur saturante. D'accord ? Ça, c'est un air sec. A contrario, vous avez des airs qui sont humides. Donc, par exemple, dans les pays dans lesquels il y a de la mousson, on dit que l'air est très humide. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? L'air est déjà chargé en humidité. Et donc, du coup, il y a déjà beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. Ce qui fait que si vous posez une serviette à sécher, cette serviette ne peut pas sécher parce que la pression de vapeur, la pression partielle de vapeur est déjà égale à la pression de vapeur saturante. Et donc, vous avez beau poser votre serviette, vous pouvez attendre le temps que vous voulez, elle ne séchera pas. D'accord ? On caractérise ça par ce qu'on appelle le degré d'hygrométrie, qui est le rapport entre la pression partielle en eau que vous avez déjà dans votre air et la pression de vapeur saturante pour une température donnée. Ce rapport-là, il est compris entre 0 et 1. Il ne peut pas valoir plus que 1. Quand il vaut 0, l'air est parfaitement sec. Quand il vaut 1, c'est le moment où l'air est totalement humide. Donc c'est le moment où en fait il y a suffisamment d'eau dans la phase vapeur pour qu'elle se recondense et ça va former des gouttes. D'accord ? Et après, si vous avez un mécanisme qui continue d'apporter de l'eau, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va se mettre à pleuvoir. Donc ça, c'est un air qui est saturé en humidité. Ça s'appelle le degré d'hygrométrie. Tout ça, tous ces raisonnements-là, en fait, ils sont basés sur est-ce que je suis à l'équilibre thermodynamique ? Ce qui se passe avec les transitions de phase, c'est qu'il y a tout un tas de situations où votre système, il se comporte pas comme il devrait. Donc un exemple qui est assez important, c'est ce qu'on appelle les retards aux transitions de phase, ce qui est expliqué ici. Les retards aux transitions de phase, c'est par exemple, vous avez un métal, vous le refroidissez, il devrait se solidifier, mais il ne se solidifie pas. Il reste liquide à une température qui est inférieure à la température de fusion. Donc là, c'est un peu bizarre parce que du coup, vous n'êtes pas dans un état d'équilibre thermodynamique. Ça, c'est un état qui s'appelle un état de surfusion. C'est un état que vous pouvez faire cesser cet état-là en apportant un tout petit peu de l'énergie au dispositif. On va regarder ça sur un exemple avec de l'eau, qui est ici. Je vais mettre en plus grand. Hop. Donc sur cet exemple-là, donc vous avez une bouteille qui a été sortie d'un congélateur. Donc c'est une bouteille d'eau déminéralisée. Eau déminéralisée que vous pouvez utiliser par exemple quand vous faites du repassage. Donc eau déminéralisée, c'est de l'eau la plus pure possible dans laquelle on a enlevé la quasi-totalité des ions qui traînaient dedans. D'accord ? Elle a été maintenue dans un congélateur à plat et on va la redresser. Enfin, on va taper dessus. Donc vous voyez qu'elle est liquide. Hein. Là, la personne, elle a tapé dessus, donc elle a apporté un peu d'énergie, et en apportant cette petite quantité d'énergie, vous voyez que le dispositif, enfin que l'eau, elle est en train de geler par le haut, et que ça se fait quasi instantanément. C'est très très rapide en fait. Pourquoi ? Parce que l'état liquide n'était pas stable, et donc là, on a forcé l'eau à retourner vers son état stable. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple dans le même genre. Alors en fait, on peut faire la même chose avec des états soit liquides, soit vapeur.
Donc là, c'est la situation qui va être proposée, c'est vous mettez un verre d'eau au micro-ondes. C'est un vieux micro-ondes avec un plateau qui tourne. Vous enlevez le plateau et vous posez votre verre d'eau au fond. D'accord? Donc du coup, l'eau, elle va être chauffée en volume par les micro-ondes et elle va pouvoir monter en température et dépasser 100 degrés. Et ensuite, on va faire quoi? On va mettre du café pardon, dans l'eau pour se faire un petit café. Donc, vous allez tout de suite voir ce qui se passe. Donc la personne a mis des gants quand même, hein. Tac. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où vous avez rajouté la poudre de café, d'un coup, hop, l'ensemble s'est vaporisé. Ce qui est hyper dangereux parce que du coup, ça dégage de la vapeur à une température extrêmement élevée. Et du coup, vous risquez de vous brûler. Tac. Donc ça, c'est un retard à une transition de phase. Et en fait, en apportant la petite poudre de café, vous forcez le système à retourner à son état d'équilibre, qui ici est un état vapeur. Donc soit dit en passant, si vous voulez vous faire du café, il ne faut pas faire comme ça. Voilà, donc ça, c'est les retards aux transitions de phase. Du coup, alors ça a des applications qui sont quand même assez importantes, c'est des applications de trempe. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé en chimie. Quand vous voulez arrêter une réaction chimique, vous faites une trempe. Donc vous forcez le système à rester à un état dans lequel il est entre guillemets figé. Et puis il y a des situations où en fait on ne va jamais atteindre l'équilibre thermodynamique. C'est la situation par exemple du verre. Le verre, c'est une phase qui n'est pas une phase d'équilibre thermodynamique. C'est une phase qui est censée être métastable, mais elle est métastable tellement longtemps que votre vitre, normalement, elle devrait se transformer en sable, mais elle reste dans un état un petit peu particulier.